Bonjour à vous tous, ici Dorothée Méfaux. Je reviens avec mes petites analyses politiques, voilà, que je souhaite quotidiennes, voilà, parce que à l'aube des élections prochaines en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, voilà, je suis moi-même en tant que journaliste, je fais pas mal de recherches et je donne mon avis par rapport à des situations voilà, contemporaines dans chaque pays d'Afrique. Pour l'instant, je m'intéresse donc là au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire où je réside au Burkina Faso moi-même, et puis je suis donc en passage en visite officielle en Côte d'Ivoire, et donc ces deux pays m'intéressent en ce moment. Je m'y penche avec beaucoup d'attention au regard attendu qu'il y a les élections prochaines, les élections présidentielles. Euh, je suis voilà, je suis en train de soutenir deux candidats présidentiels, deux candidats potentiels aux élections, voilà, qui posent candidature. Jean-Baptiste Ntama, que je soutiens au Burkina Faso, et puis l'excellence Alassane Ouattara, voilà, que je soutiens ici pour la Côte d'Ivoire. Sachant que je suis en train d'écrire un article de presse sur Jean-Baptiste Ntama, le candidat que je soutiens au Burkina Faso. Voilà, pour les raisons suivantes, c'est que c'est un homme qui a des idéaux, qui a un idéal, qui a un projet de société bien précis, qui est un humaniste, panafricaniste et un universaliste confirmé, et qui mise beaucoup sur la jeunesse. Et donc, je m'intéresse à cet homme-là parce qu'il a un parcours, il a un cursus impressionnant, directeur au cabinet de l'Union africaine. Et donc, c'est un homme ancien militaire qui a été décoré. Et donc, ancien militaire, il ne l'est plus aujourd'hui, hein, parce qu'il est parti, je crois même qu'il a démissionné de l'armée. Et donc là, en fait, si je pourrais être avec beaucoup plus de dire tout simplement que voilà, c'est plus du tout son rayon, l'armée, et que maintenant, voilà, en tant que civil, donc c'est quelqu'un qui a servi l'Union africaine, et c'est quelqu'un donc qui connaît bien l'Afrique, un vrai patriote, hein, qui aime sa patrie, qui aime le Burkina Faso. Et donc là, il est en train de se présenter, il est sur les listes, hein, sur les 16 candidats qui se présentent. Et je pense que bon, il a ses chances, hein, comme tous les autres. Je lisais une interview de Jean-Baptiste Ntama, qui a accordé une interview pour Burkina 24. Et donc il parle voilà, de l'Afrique qui se porte assez bien. Moi je dirais que l'Afrique se porte mieux. Voilà, moi je change le terme. L'Afrique se porte mieux, étant donné que, bon, comme dit Jean-Baptiste, il y a des performances économiques qui sont plutôt positives dans bien des pays. Moi je pense, je suis tout à fait d'accord avec lui, sachant que l'Afrique, il faut être réaliste aussi, il y a encore bien des guerres et des conflits en Afrique qui ne sont toujours pas réglés. Bon, le côté positif, c'est qu'il y a un redémarrage de l'économie dans certains pays, et qu'on parle de renaissance africaine.
j'aime pas trop le terme renaissance africaine, je dirais plutôt qu'il y a un redémarrage économique, ça serait peut-être beaucoup plus réaliste de dire ça qu'une renaissance qui fait que moi, pour ma part, je considère que l'Afrique ne renaît pas, mais fait repartir une économie et que l'Afrique a eu pas mal d'occasions de renaître depuis des siècles. Et l'histoire a fait qu'elle a beaucoup souffert pendant plus de 400 ans et que quand on parle de renaissance, je ne pense pas que l'Afrique est dans ce contexte-là. Elle est plutôt, selon les contextes économiques, dans un redémarrage, un redéveloppement, dans des reconstructions. Voilà, donc je ne suis pas trop d'accord avec le terme de la renaissance africaine. Je pense également que Jean-Baptiste parle aussi de la Constitution. Alors j'ai un avis sur la question. La Constitution qu'on a depuis quelques années essayé comment dirais-je, de tripatouiller. J'utilise ce terme populaire, de tripatouiller la Constitution, comme en République démocratique du Congo avec Kabila qui a voulu retoucher, tripoter, on va dire, la Constitution sur l'article 220, bon, l'article 27 je crois, donc au Burkina Faso avec Blaise Compaoré, qui a fait que ça a déclenché un soulèvement de la foule pour faire chasser Compaoré, voilà. Je pense que la Constitution doit être, je suis d'accord avec Jean-Baptiste, que la Constitution doit être respectée. Elle a été, elle a ses règles et donc on doit respecter la Constitution en Afrique, puisque je pense que à partir du moment où on commence à déverrouiller des articles qui ont été verrouillés dès le départ, je pense qu'il n'y a plus de respect et de considération par rapport à la Constitution qui a été rédigée. Donc c'est très important que les chefs d'État puissent se soumettre à ça et que quand on fait une limitation de mandat présidentiel, on doit respecter ça et je considère que 2 mandats présidentiels c'est bien assez. Aller au-delà, c'est brider le peuple dans sa liberté de choix, de choisir pour le destin de son pays. La population, comme dit Jean-Baptiste, en effet, changer faire une passation de dirigeants, c'est permettre au pays de repartir avec un sang neuf, avec de nouvelles aspirations, de nouvelles idées qu'on peut mettre, qui peuvent être mis en avant. Voilà, donc à partir du moment où un chef d'État africain reste sur le trône jusqu'à la fin de sa vie, je considère ça comme un abus de pouvoir et donc ça ne laisse pas la liberté au peuple de choisir son destin. Voilà, ça c'est mon sentiment par rapport à la Constitution. Donc je pense que la passation de dirigeants après chaque second mandat présidentiel est tout à fait légitime et que je pense qu'il faut aussi faut respecter ça. Je pense aussi que un candidat qui se présente aux élections présidentielles, c'est une chose. Chaque candidat
perceptions des perceptions de société, des espoirs, voilà. Et donc je crois sincèrement que si, pour ma part, c'est un avis personnel, d'écrivains, de journalistes engagés, je pense qu'un candidat qui n'a pas de programme ou un projet de société précis, je pense, c'est même pas la peine de poser candidature. Je veux dire, si un candidat n'a pas de programme, je vois pas comment on peut élire quelqu'un sans qu'il pose sur la table, sans qu'il pose ses cartes, voilà, et qu'il propose un programme bien précis, un programme politique, un programme de société, voilà. Et donc, il est très important que ce candidat puisse faire des propositions concrètes, hein, de société, puisse mettre en avant des idées, etc., pour qu'un pays puisse se développer et aller vers de nouvelles espérances. Voilà. Je crois aussi qu'il faut qu'un candidat ait une vision. Je pense que c'est très important, la vision. Mandela le disait, un homme qui n'est pas visionnaire, qui n'a pas une certaine vision de l'avenir, je ne pense pas qu'on puisse avoir des perspectives d'avenir sans avoir une vision. Et voilà, donc être politicien, oui, mais aussi être un visionnaire, ça me paraît très très important. Voilà. C'est pour ça souvent moi je parle de vision, parce que pour moi la vision c'est voir loin et puis avoir des objectifs qui portent loin. Donc je ne pense pas qu'il faut voir sur l'instant, il faut voir beaucoup plus loin que le bout de son nez et puis voir dans les prochaines années ce qui peut se faire, etc. Dans un pays. Donc la vision, je considère que c'est très très important. Voilà, oui, Jean-Baptiste Natama parle voilà, de malgouvernance dans son interview, de la faiblesse du leadership politique. Alors là, ce sont vraiment deux mots voilà, qui ont longtemps, je dirais entre guillemets, cancérisé l'Afrique. La malgouvernance et le manque de leadership politique. Les Américains, quand on voit les USA, les États-Unis, l'Amérique agit avec beaucoup de stratégie. Ils sont très stratégiques, les Américains, et ils ont un leadership exceptionnel, voilà. Ce qui a manqué beaucoup à l'Afrique, hein, ce côté... on a pendant plusieurs années manqué de leaders, et c'est ce qui a fait que on n'a pas eu pendant longtemps cet esprit. Les Africains, il faut dire, n'ont jamais été des bâtisseurs d'avenir. Ça, c'est propre aux Occidentaux. Et c'est ce que je regrette, je déplore ici en Afrique. Mais heureusement que les choses changent. Hein. C'est qu'on manquait d'entrepreneurs, de bâtisseurs, etc. Les Africains n'ont jamais été des bâtisseurs d'empire. Mais bon, aujourd'hui, avec les nouvelles idées, la nouvelle génération, on a de nouveaux entrepreneurs. Je pense qu'en Afrique, c'est l'état d'esprit et la mentalité qu'il faut absolument changer pour passer au prochain millénaire. Je pense que il faut qu'on puisse comprendre que
je vous dis franchement, ce qui me paraît plus acceptable, c'est la dépendance économique que l'Afrique peut avoir envers l'Occident. Cette dépendance me gêne énormément. Je pense qu'il faut qu'on... dans les années 50, il y a eu les indépendances. Montrons que nous sommes vraiment indépendants et qu'il n'y a plus cette dépendance économique, parce que qui dit dépendance économique dit forcément encore soumission. Et voilà, donc je pense qu'il faut, on est dans une ère où il faut vraiment sortir de ça, que l'Afrique comprenne, il faut qu'elle soit indépendante. Il y a encore beaucoup de pays africains qui sont dépendants de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un système. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui a besoin de se valoriser en tant qu'indépendant. Et l'Afrique, disons-le, elle est riche en sous-sol, elle est extrêmement riche. C'est un des plus grands continents de la planète qui a un sous-sol riche. Et il est clair que, c'est un secret pour personne, qu'il n'y aurait pas d'Occident, de multinationales dans le monde, voilà, si l'Afrique fermait ses robinets. Donc c'est une réalité, c'est un fait. Donc moi je pense aujourd'hui, je fais comprendre aux Africains que marchez, roulez pour vous, avec vos propres ressources, cherchez les bâtisseurs, cherchez les entrepreneurs, faites rouler vous-même votre économique avec vos produits. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que l'Afrique pourra s'en sortir dans ce monde, et que il est temps de se prendre en charge et de se prendre en main, et de ne plus attendre et de ne plus tendre la main. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Et donc l'Afrique est capable de ça, parce que je me suis longtemps posé la question, est-ce que l'Afrique est prête à devenir réellement indépendante? Ça, c'est une question que je me suis longtemps posée. Est-ce qu'elle est en mesure de se prendre en main seule et sans encore souffrir de cette dépendance occidentale? Et je pense que c'est seulement là dans les années 2000, depuis quelques années, qu'on s'aperçoit que l'Afrique commence à prendre conscience de tout ça. Et donc sur ce plan-là, je souhaite que les mentalités puissent changer, hein, pour le bien de l'Afrique. Donc quand on parle de malgouvernance, d'un manque de leadership politique, les choses commencent à changer. La malgouvernance, l'Afrique l'a connue pendant des années et des années dans de nombreux pays, puisqu'on reprochait aux chefs d'État africains de s'enrichir, d'être là, installés au pouvoir pour l'enrichissement personnel, pour leurs intérêts personnels. Donc, comme dit Jean-Baptiste Natama, autant de ramener ses intérêts, comme il dit, ses intérêts égoïstes et partisans au second plan. Il serait peut-être temps, parce que si chacun procède avec égoïsme, voilà, aujourd'hui c'est du collectif qu'il s'agit de faire, et non pas de l'individualisme. Donc je suis aujourd'hui, quant à la santé de l'Afrique, je dirais donc que l'Afrique se porte mieux, sachant qu'il y a encore pas mal de situations de guerre à régler, de conflits internes, de conflits étatiques internes dans certains pays, et que si on va vers comment dirais-je,
bon, comme on en parle là, d'une renaissance africaine sur une cinquantaine de pays. J'espère que cette renaissance se fera dans chaque pays respectif. Voilà, donc c'est mon souhait pour l'année 2016 qui s'en vient dans quelques mois. Donc là, je reviens donc à ce que je vous disais au départ, c'est que bon, là je suis en train de soutenir Jean-Baptiste Natama, auquel je suis en train d'écrire donc un portrait, voilà, un portrait politique qui va certainement l'aider dans son parcours actuel. Parce que je considère que tout candidat a besoin de soutien de part et d'autre, dans tous les secteurs. Et puis, je suis en train, moi qui suis actuellement en Côte d'Ivoire à Abidjan, je suis en train de réfléchir sur l'ancien chef d'État Blaise Compaoré qui vit ici à Abidjan. Ce n'est un secret pour personne, j'aime ce terme-là, donc je le répète, que Blaise Compaoré est ici à Abidjan depuis sa chute en 2014. Et donc, je suis en train d'écrire un article sur Blaise Compaoré, qui j'espère séduira mon rédacteur en chef là-bas pour le journal sinotable.com. Voilà, j'espère qu'il le publiera. Et donc je me penche sur le cas de Blaise Compaoré, l'homologue chef d'État d'Alassane Ouattara. Voilà, Alassane Ouattara qui a accueilli ici Blaise Compaoré et qui l'a accueilli pour de bonnes raisons. Il y a pas mal de controverses sur le fait qu'on ait accueilli Blaise Compaoré ici en Côte d'Ivoire. Alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et puis d'un autre côté, en contrepartie, vous avez au Burkina Faso des gens voilà, qui l'ont chassé, une espèce d'aversion au fait que Blaise Compaoré pourrait revenir au Burkina Faso. Voilà. Et puis de l'autre côté, je les ai interviewés moi-même à Ouaga, enfin des gens qui éventuellement seraient en mesure de pardonner à Blaise Compaoré. Donc on a deux situations assez complexes où Blaise Compaoré aurait un pied incertain, on va dire, dans un pays, et puis l'autre pied, je dirais, de Blaise Compaoré est assis voilà, entre deux chaises. C'est justement le titre de mon prochain article. Et donc, il y a pas mal de questionnements que je fais ici à Abidjan sur le cas de Blaise Compaoré. Et donc, l'article, j'espère qu'il sortira bientôt. Je vous en ferai part donc sur ma page Facebook et sur la page d'Homme, qui est ma page Facebook de journaliste. Et donc, voilà, donc je m'intéresse à Blaise Compaoré, qui apparemment en ce moment est dans un anonymat complet et qui fait que moi-même, d'homme, je souhaite qu'il sorte un petit peu, voilà, même s'il veut rester dans l'ombre, moi je le remets en lumière un petit peu, voilà, je dirais ça comme ça. Dans un article de presse que je souhaite d'ailleurs qu'il lise et que cet article de presse lui parvienne. Donc c'est dans le cœur, dans un contexte d'élection que nous sommes ici à Abidjan, comme je vous le disais. Au Burkina Faso, je vais bientôt y retourner, certainement après les élections, après mes visites officielles et mon audience, etc., qui est en cours. Je compte aussi peut-être avoir l'occasion de rencontrer le ministre de la Jeunesse et des Sports ici à Abidjan, qui fait que la jeunesse, c'est mon rayon également, puisque moi qui suis dans l'éducation, enfin qui défend l'éducation universelle pour tous, quand on parle d'éducation, on parle
d'alphabétisation, et qui dit alphabétisation dit jeunesse, puisque la jeunesse doit être alphabétisée, et donc que tout ça est lié. Donc le ministre de la Jeunesse, je compte bien lui faire une visite, hein, qui est prévue d'ailleurs la semaine prochaine, et qui fait que je vais pouvoir en savoir plus, voilà, sur l'état d'esprit du ministre de la Jeunesse et des Sports, et comment voit-il la jeunesse contemporaine en Côte d'Ivoire, et quelles sont les aspirations et les perspectives d'avenir qu'il a pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont des questions que je vais lui poser également. Donc voilà, donc c'était Dorothée Méfaux en direct d'Abidjan. Voilà. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine analyse de ma part selon les événements à suivre ici à Abidjan ou dans d'autres pays, puisque je suis l'actualité africaine avec beaucoup d'attention, et que je ne suis, même si je suis focalisée en ce moment sur la Côte d'Ivoire et sur le Burkina Faso à cause des élections, je ne manque pas de suivre l'actualité dans d'autres pays. Voilà, donc bon dimanche, bon week-end, hein, puisque nous sommes samedi. Je vous dis à très bientôt les amis. À bientôt.